Tout le monde veut changer, mais soyons honnêtes, 90% des gens abandonnent en chemin. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à casser leurs mauvaises habitudes. Et c'est ça la vraie frontière entre l'échec et le succès. Aujourd'hui, je te résume la partie 3 du livre d'Onur Karabinar, Petites habitudes, grandes réussites, et je vais droit au but. Tu vas découvrir ici un plan concret pour affaiblir tes habitudes, tes mauvaises habitudes. Le but, les rendre tellement difficiles, insatisfaisantes et invisibles qu'elles finiront par disparaître. Parce qu'il n'y a pas de baguette magique. Construire une nouvelle habitude, c'est comme bâtir une maison. Mais détruire une mauvaise habitude, c'est comme faire tomber un immeuble en béton. C'est dur, mais totalement possible avec les bons outils. Et ces outils, tu vas les voir maintenant. Tu veux vraiment te libérer de ceux qui te tirent vers le bas, alors reste jusqu'au bout. Allez, c'est parti! Et bienvenue dans les résumés du succès. Cette semaine, on va découvrir ensemble comment éliminer ces mauvaises habitudes qui nous retiennent et reprendre enfin le contrôle de notre vie. On continue donc le résumé d'Onur Karapinar. Dans la première partie, nous avons vu comment se créer des habitudes et dans la seconde, on a vu que chaque habitude suit une boucle simple. Un déclencheur, une envie, une réponse, puis une récompense. On passe tout de suite au plan d'action pour détruire nos mauvaises habitudes. L'étape 1, c'est identifier la mauvaise habitude. On ne prend jamais le temps d'analyser nos comportements, nos habitudes, nos actions. Et ici, je t'invite à le faire, car on ne peut pas supprimer une habitude si on ne la comprend pas. Donc, choisis une habitude, cible une habitude. Ne prends pas plusieurs habitudes en même temps. Par exemple, tu peux prendre l'habitude de fumer ou scroller ou une mauvaise habitude que tu as en toi et que tu souhaites changer. Affaiblir, éliminer, faire disparaître. Note tes raisons profondes pour arrêter cette habitude. Par exemple, ça a un coût, ça détériore ta santé, tu as le souffle qui s'affaiblit, tu es fatigué ou tu perds du temps à faire cette mauvaise habitude. Ensuite, tu vas déterminer la récompense que tu tires de cette habitude. Quelle sensation tu trouves à réaliser cette habitude? Sensation physique, du repos, du plaisir, de la satiété. Des émotions, peut-être que tu ressens du calme, de la validation sociale, du bien-être. Donc la première étape, c'est identifier la mauvaise habitude. Parce que si tu ne sais pas quelle habitude éliminer, tu ne peux pas commencer tout simplement. Décris l'habitude que tu souhaites éliminer, choisissant une seule, et les raisons profondes pour arrêter. Et quelle récompense cette habitude te donne? On va prendre l'exemple ici de scroller sur les réseaux sociaux. Pourquoi tu vas arrêter? Parce que tu perds des heures chaque jour, par exemple, parce que ça te rend anxieux et jaloux, ou parce que tu veux libérer du temps libre pour lire, créer ou travailler sur un autre projet qui te tient à cœur. Une fois que tu as ton pourquoi, demande-toi quelle récompense tu en tires. Une dose de dopamine rapide, un sentiment de ne pas rater quelque chose, une distraction contre l'ennui. En réalité, peut-être que tu veux simplement te divertir, t'évader ou combler cet ennui que tu as. L'étape 1, donc, c'est identifier cette mauvaise habitude et la comprendre. L'étape 2, tu vas identifier les déclencheurs qui sont le point de départ de chaque habitude. Et ça, c'est le plus difficile à identifier. Donc, pour les repérer, tu vas analyser ton habitude. Pendant chaque semaine, tu vas le faire. Prends ta première semaine, par exemple, tu vas te poser les questions suivantes. Dans quel lieu tu es au moment que tu fais cette mauvaise habitude? Note-le. Quelle heure est-il au moment où tu fais cette habitude? Quelle émotion ressens-tu au moment où tu fais cette habitude? Quelles sont les personnes qui sont avec toi? Et quelles actions précèdent cette mauvaise habitude? Pose-toi ces 5 questions. Une question de lieu, une question de temps, une question d'émotion, une question de personnes qui sont autour de toi, ou l'entourage ou l'environnement, et quelles actions ont précédé cette mauvaise habitude. Identifier les déclencheurs, ce n'est pas un exercice banal. C'est un choix entre une vie moyenne et une vie extraordinaire. Donc c'est à toi de décider de quel côté tu veux être. Je te donne un exemple ici, sur cette étape 2, par rapport à par exemple la cigarette. Pose-toi les bonnes questions. Dans quel lieu tu es?
Où est-ce que tu fumes? Au bureau, dans la voiture, à la maison, avec des amis? Quel temps? Quelle heure il est? Après le déjeuner? C'est le soir? C'est avec tes collègues au travail? Quelle émotion tu ressens? Est-ce que tu es stressé, fatigué, ennuyé avant de réaliser cette action? Quelles sont les personnes qui sont avec toi? Où tu fumes régulièrement? Quelles actions précèdent le fait de fumer? Qu'est-ce qui déclenche l'envie? Un café, une pause, une discussion tendue? Chaque fois, par exemple, que tu vas prendre un café à 10 heures, quelqu'un prend un café à 10 heures avec ses collègues, il ressent l'envie de fumer. Ben donc, la cause, c'est le café plus la pause sociale avec ses amis, ce qui déclenche l'envie de fumer. Et on va voir maintenant comment on va rendre cette habitude invisible et difficile à faire. Pendant la guerre du Vietnam, la majorité des soldats étaient accros à l'héroïne. Et ils ont changé, ils ont arrêté, simplement en changeant d'environnement. Le contexte, en fait, compte plus que la volonté. Ils étaient dans un pays où la drogue circulait facilement. Ils sont revenus aux États-Unis, dans un pays où il fallait acheter, il fallait aller chercher de la drogue, où c'était difficile d'en obtenir, et donc forcément, ils ont arrêté. Comment ils ont fait? Eh bien simplement, ils ont supprimé les déclencheurs visibles, puisqu'en fait, ils sont plus en contact direct avec la drogue. Ils ont également ajouté de la friction, puisque c'est plus compliqué d'avoir accès à cette mauvaise habitude. Exemple, si tu souhaites manger moins, eh bien, utilise des assiettes plus petites. Si tu souhaites éviter d'aller manger de la malbouffe, eh bien, ne l'achète pas. Tout simplement, si tu ne la vois pas, tu ne vas pas la consommer. Si tu veux réduire les réseaux sociaux, ben, supprime les applications sur ton téléphone. Le moment où tu voudras y accéder, ben, l'application n'existera pas, donc ce sera plus difficile à toi d'aller chercher l'application pour l'installer. Ici, je t'invite à te remettre en question, à voir tes mauvaises habitudes et à te dire comment tu peux les rendre difficiles à faire. Comment tu peux changer ton environnement pour que cette action devienne invisible à long terme. Ici, tu ne peux pas miser sur ta force mentale pour résister. Tu dois créer un environnement où la mauvaise habitude n'a même pas la chance d'exister. Allez, on passe à l'étape 4 maintenant, et c'est une étape importante. Trouver un partenaire de responsabilité. Alors pourquoi? Parce que tout seul, on trouve toujours une excuse. Avec un partenaire, la pression sociale joue en votre faveur. Alors qu'est-ce que je veux dire ici? C'est qu'on doit choisir un ami, un proche, quelqu'un qui sera à côté de nous, notre partenaire de responsabilité. On doit définir ce dont on veut obtenir de cette personne. On doit le définir responsable de surveiller que l'on ne fait pas nos mauvaises habitudes. On doit laisser cette personne vérifier nos progrès. Donc par exemple, combien de fois as-tu fait cette mauvaise habitude cette semaine? Eh bien lui va te dire 2-3 fois, ok, bon ben là il va falloir que tu t'améliores pour la semaine prochaine. Ça c'est un boost qui va te permettre de te dire, ben je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul face à cette difficulté, face au problème de cette mauvaise habitude. Tu peux, tout seul, tu peux être rapide, mais tu es ton plus grand ennemi en fait. Sur la durée, ensemble avec tes amis, ta famille, tu iras plus loin. Mais tout seul, tu ne peux pas faire face à tout ça. Demande-toi si les personnes que tu fréquentes te tirent vers le haut ou elles te maintiennent dans tes mauvaises habitudes. Si elles te maintiennent dans tes mauvaises habitudes, je t'invite à trouver des personnes qui vont te tirer vers le haut. Une fois que tu as trouvé cette personne qui va contrôler ce que tu fais, t'aider à progresser, eh bien, tu vas créer un contrat d'engagement. Parce qu'un contrat rend l'habitude officielle et il va ajouter une conséquence en cas d'échec. Je te donne un exemple ici. Dans ce contrat, tu dois avoir 4 éléments. Un objectif clair, mesurable et réaliste. Je veux arrêter de fumer dans 365 jours, au 1er janvier 2026 par exemple. Ou je veux arrêter de scroller au 31 décembre 2025. Ensuite, une fois que tu as l'objectif clair, mesurable et réaliste, ça veut dire que tu sais que tu dois arrêter à telle date. Il est mesurable puisque tu n'arrêtes plus de l'utiliser à partir de telle date. Ensuite, tu dois avoir une sanction, une pénalité qui fait mal. Par exemple, si tu scrolles sur les réseaux sociaux, eh bien,
tu vas poser 5 euros tu vas donner 5 euros à ton partenaire. Ça peut être une sanction. Et du coup, si tu le fais 5 fois par jour, ben, ça fait 5 fois 5, 25. Donc au bout d'une semaine, voilà, ça va être compliqué que tu continues à faire cette habitude puisque tu devras donner de l'argent à ton partenaire de confiance. Le troisième élément ici, c'est la pression publique. Tu dois l'énoncer autour de toi. Par exemple, il y a certains youtubeurs, ils se lancent dans un défi, par exemple, faire un marathon, eh bien, ils le disent en public sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram ou sur YouTube. Eh bien, fais pareil de ton côté. Annonce-le à ta famille. Dis que tu vas arrêter cette mauvaise habitude à telle date. Comme ça, à chaque fois que tu les verras, ils vont te poser la question, est-ce que tu continues à faire cette mauvaise habitude ou pas? Bon, ben, voilà. Ça va te donner de la pression. Le quatrième élément, c'est avoir un arbitre, une personne impartiale qui va valider tes résultats. Chaque semaine, tu peux faire un point avec lui, il va te donner son avis sur ta progression. Il va te dire, ah non, là tu vas très mal, la semaine prochaine, eh bien, il va falloir que tu t'améliores. Et donc ce contrat, ça doit être un format simple que tu fais avec toi-même. Par exemple, je m'engage à arrêter de fumer au 31 décembre 2025, et si je ne le fais pas, eh bien, je dois 500 euros à mon partenaire de confiance. Mon arbitre sera telle personne. Voilà, c'est juste 3 phrases. Je m'engage à, si je ne le fais pas, je fais telle sanction et mon arbitre sera telle personne. Plus le contrat est clair et concis et la sanction est élevée, plus tu as de chances d'éviter cette habitude. Allez, on passe à l'habitude 6 et c'est planifier ton échec. L'échec, on le sait, c'est inévitable. Ce n'est pas une fin, mais c'est une étape. Donc la stratégie ici, c'est d'analyser toutes les semaines tes réussites, tes échecs et ajuster. Tu dois aussi chaque semaine expérimenter comme un scientifique, c'est-à-dire tu vas tester de nouvelles façons d'éliminer cette habitude. Tu vas observer tes comportements et tu vas ajuster tes comportements en fonction de ce que tu as fait la semaine. Pour que la semaine suivante, tu évites ce cercle vicieux. Parce qu'un écart n'est pas tout recommencer de zéro, mais tu peux toujours t'améliorer. Chaque semaine, tu vas faire mieux. Et si, à un moment donné, tu as fait un écart, par exemple, je n'ai pas tenu mon habitude aujourd'hui, ma bonne habitude aujourd'hui, mais je peux m'améliorer demain. Tu vas toujours recadrer tes pensées avec le mot mais. Je n'ai pas réussi à fumer que 7 cigarettes aujourd'hui, mais demain, je fumerai que 6. Par exemple, tu veux t'améliorer. Pense à l'échec comme une force pour avancer. Si tu n'as pas d'échec, c'est que la limite que tu t'es fixée est trop basse pour toi. Mais si, après toutes ces étapes que je t'ai présentées ici, tu n'y arrives toujours pas, en cas de difficulté persistante, tu dois quand même peut-être consulter un professionnel. Ici, je ne suis pas un professionnel de la santé, je te donne quelques étapes que j'ai apprises de ce livre, mais n'hésite pas à consulter un professionnel si cette mauvaise habitude est trop ancrée en toi. Tu dois tout faire pour te débarrasser de ces habitudes qui t'empêchent d'avancer. Allez, quelques points à retenir ici du podcast du jour. Premièrement, on a vu que chaque habitude répond à un déclencheur et procure une récompense. On a vu qu'on doit identifier ces mauvaises habitudes avant de tout commencer et d'en choisir une seule à supprimer. On doit comprendre cette habitude avant de la supprimer pour comprendre d'ailleurs où sont nos déclencheurs, comment elles fonctionnent, à quel lieu on se situe au moment de faire cette mauvaise habitude, avec qui on est dans quel environnement et quelles sensations nous procure cette habitude. Quelles sont les récompenses que j'en retire? Ça, ce sont les questions que tu dois te poser. Ensuite, une fois que tu as compris comment fonctionne cette habitude, tu vas manipuler ton environnement pour réduire les tentations. Par exemple, si je mange beaucoup de chocolat, eh bien forcément, on va éviter d'en acheter. Si on boit beaucoup de soda, eh bien on n'en achète pas, on met de l'eau partout autour de nous pour qu'on puisse en boire régulièrement. Ce sera toujours mieux pour notre santé. Ensuite, on doit ajouter de la friction pour compliquer l'accès aux mauvaises routines.
Eh bien, par exemple, si je si je scrolle souvent sur les réseaux sociaux, eh bien, je vais supprimer cette application. Comme ça, si j'ai envie de l'utiliser, eh bien, il faudra que je la télécharge. Ensuite, on a vu qu'on doit impliquer d'autres personnes pour renforcer votre discipline. On peut trouver un partenaire qui a la même mauvaise habitude que nous et travailler ensemble pour réussir à la faire disparaître. Parce qu'à plusieurs, on ira plus loin que tout seul. Ensuite, on a vu qu'on doit créer un contrat d'engagement qui va rendre nos efforts concrets. Avec un format simple, je m'engage à supprimer cette habitude et si je ne le fais pas, je paye telle sanction. Mon arbitre sera telle personne. Ensuite, pour terminer, on a vu que l'échec était normal en fait, puisque effectivement, si on n'a pas d'échec, on ne va pas sur le bon chemin. C'est qu'on se fixe la barre trop basse. Ensuite, on doit analyser l'échec que l'on a eu, ajuster et avancer. C'est-à-dire que chaque semaine, on va essayer de s'améliorer sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Si je n'ai pas réussi telle habitude, pourquoi je n'ai pas réussi? Dans quel environnement je me situais? Est-ce que je ne peux pas changer d'environnement? Parce qu'un échec, c'est le chemin vers la réussite. C'est ce qui nous permet de progresser. Alors on a vu aujourd'hui que les mauvaises habitudes ne disparaissent pas par magie. Elles sont profondément enracinées en nous, dans notre cerveau, et répondent à des déclencheurs, des envies et des récompenses précises. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec un système clair, tu peux reprendre le contrôle. Identifier, anticiper, rendre invisible, créer de la fiction ou encore chercher du soutien, s'engager publiquement, apprendre de tes échecs. Ce sont là les étapes concrètes qui te permettront de transformer ton quotidien. Et rappelle-toi surtout que tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'attendre le bon moment. Tout ce dont tu as besoin, c'est de commencer aujourd'hui. Parce que si tu n'agis pas maintenant, tu vas continuer à renforcer ces mauvaises habitudes qui sont en toi. Et demain, elles seront encore plus difficiles à supprimer, à faire disparaître. Alors choisis une habitude, une seule à la fois. Mets en place ton plan, écris-le, parle-en à quelqu'un et engage-toi à passer à l'action dès les prochaines 24 heures. C'est comme ça que tu reprends le contrôle de ta vie. Il ne suffit pas de lire ou d'écouter ce podcast, ou de lire un livre ou un résumé. Il est important d'appliquer tout ça. Parce que la connaissance sans action ne sert à rien. Allez, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.